Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Sarah, pour l'introduction. Merci aussi pour l'invitation aux escales durables. On est vraiment toutes les trois très contentes d'avoir cette belle opportunité de pouvoir parler de ce thème qui nous anime, de notre discipline, l'orientation, et en lien avec la durabilité. On est trois psychologues, conseillères en orientation, indépendantes. Donc, avec Aline Muller-Guidetti, Sabrina Tacchini et moi-même, Sophie Perdry, on va vous parler pendant 1 heure des réflexions qu'on s'est faites ces dernières années, ces derniers temps, toutes les trois, autour de cette thématique. Donc, on est là vraiment en tant que praticienne indépendante ou partiellement indépendante, en exploration, euh, en exploration de cette thématique dans nos pratiques respectives. Et puis aussi en tant que citoyenne, éco-citoyenne, puisqu'on a un peu ces deux parties dans nos vies, qu'on a essayé chacune à notre manière un peu de rassembler notre identité professionnelle et puis citoyenne. On a essayé en fait dans nos réflexions d'intégrer nos inquiétudes pour la planète, pour l'environnement, pour le vivant, comme on veut l'appeler, voilà, dans cette discipline. Notre rencontre, c'est un peu une rencontre Covid. Euh, on s'est rencontrés dans le cadre de rencontres de professionnels de l'accompagnement qui réfléchissent à comment intégrer ces questions dans l'accompagnement psychologique, psychothérapeutique. Voilà, et puis de là est né notre projet Slow ta carrière, un titre un peu provocateur comme ça pour mettre l'orientation et réfléchir. Et si on mettait l'orientation aussi dans ce mouvement slow pour aller plus vers plus de qualité de vie, plus de santé, plus de relocalisation de l'économie, à l'image un peu des mouvements slow food, slow cities, etc. Notre objectif, c'est vraiment d'explorer ces voies. On va vous présenter aujourd'hui nos premières réflexions. Et puis, à la fois un peu à deux niveaux, comment chacun dans sa propre orientation peut mettre son parcours professionnel, personnel sur la voie de la durabilité, et puis aussi au niveau plus professionnel de l'accompagnement. Voilà, comment les professionnels pourraient répondre aux personnes qu'ils rencontrent, aux consultants qu'ils rencontrent, qui sont inquiètes pour la crise écologique et globale. Voilà, alors je passe la parole à Aline qui va présenter le programme. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Voilà, en quelques mots, le programme. Donc, qui nous sommes, Sophie vient de le faire. On va démarrer un peu voilà, sur le constat, l'état de la planète. Hein. On va développer un petit peu, mais c'est quand même notre point de départ. Sûrement, certains d'entre vous connaissent plein de choses là-dessus. Bien sûr, on n'est pas des spécialistes du climat ou des experts des sciences de l'environnement, mais voilà, à force de lecture, on a quelques connaissances. Et puis ensuite, on va vous parler finalement de ce point de départ, quelles sont un peu les conséquences au niveau des souffrances psychologiques et des éco-souffrances plus spécifiquement professionnelles en rapport avec l'état de la planète et l'état du monde. Ensuite, on abordera, puisqu'on est là pour parler d'orientation professionnelle, eh bien, il y a cet état de la planète, ces enjeux, qu'est-ce qu'il en est pour l'orientation professionnelle, en faisant un lien aussi avec ce qu'il existe dans la littérature et dans les recherches, quelles sont les questions qui émergent et qui sont posées par les chercheurs. Et ensuite, on vous fera quelques propositions qui émergent de notre pratique, des théories, et puis qu'on expérimente, hein, un peu une sorte de laboratoire où on va expérimenter ça prochainement aussi sous forme d'atelier collectif. On va d'abord vous proposer un petit peu une réflexion autour des pratiques de l'orientation, qu'est-ce qui pourrait changer, comment c'est qu'on pourrait réfléchir autrement. On va proposer aussi quelques idées sur quels sont les métiers de demain et les voies possibles pour les métiers du futur. Ensuite, on va aborder un peu pour les psychologues en orientation les questions qu'on se pose autour de la posture du psychologue en orientation. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie d'expérimenter puis de mettre peu à peu dans nos pratiques.
Et puis voilà, plus le dernier point, finalement, un petit peu comme tout un chacun peut avoir quelques pistes pour sa propre transition intérieure et professionnelle. Voilà. Alors, je passe maintenant la parole à Sabrina qui va nous présenter l'état de la planète. On a choisi les prochains slides, en fait, on va vous parler de l'état de la planète et puis les connaissances actuelles sur l'habitabilité de la Terre. Et puis, on a décidé de le mettre avec le logo rouge, un peu comme dans les films où on nous prévient qu'on peut être un peu choqué par certains slides ou par certains graphiques ou chiffres. Donc, on vous propose de vous accrocher pour les 4 ou 5 prochains slides suivants. Et puis, comme l'a dit Aline, on n'est vraiment pas des spécialistes des sciences de l'environnement, ni du climat, ni quoi que ce soit, mais vu qu'on lit ça depuis pas mal d'années, puis comme tous les éco-anxieuses et éco-anxieux, on a quand même fait pas mal de lectures. Et c'est aussi hyper important dans le sens où ça place le contexte pour dire pourquoi c'est important en termes de choix professionnels de prendre en compte ces connaissances-là et aussi pour le travail de psychologue en orientation. Alors, accrochons-nous pour les prochains slides. Aline, tu peux changer là. Voilà, merci. On fait un tout petit passage en arrière avec l'histoire, la naissance des idées écologiques. On pense souvent que ça a démarré dans les années 60 ou 70, puis on voit vraiment quand on fait l'histoire que c'est bien avant cela. Et puis, on voit déjà dans certains écrits, dans certains récits de voyage, par exemple, que dès l'avènement de l'ère thermo-industrielle, donc dès les années 1850, au moment où on a utilisé le charbon, la machine à vapeur, les grosses industries qui étaient naissantes, on voit qu'il y a déjà des écrits qui disent qu'il y a un impact de l'activité humaine sur l'environnement. Un autre repère historique qu'on a choisi, alors tous les repères historiques qu'on a pris, c'est vraiment hyper subjectif, c'est de notre part, on a choisi ces repères-là pour déjà des questions de temps dans cette présentation, puis c'est parce qu'on pensait que c'était des points, des critères importants. Donc c'est purement subjectif, ça n'a rien à voir avec une certaine réalité, mais c'est notre réalité à nous. Donc, Aline, tu peux passer le slide suivant. Un autre repère historique, c'est le rapport Meadows. Donc, c'était un rapport qui est sorti en 1972. Des chercheurs du MIT ont fait différents scénarios. Donc, ils ont remarqué qu'il y a eu une croissance démographique importante et une croissance économique encore plus importante parce qu'on est en plein dans les 30 glorieuses et un peu avant le premier choc pétrolier. Et puis qui disait, il y a des limites à la croissance, on n'a pas suffisamment de ressources, donc si ça continue comme ça, ça va pas aller. Et on fait différents scénarios en disant, voilà, si la population augmente, ça a quoi comme impact sur les ressources, sur la pollution et ainsi de suite. Et en 2008, Graham Turner, un autre chercheur, a repris ce rapport, donc qui était des prédictions, et a collé les données réelles. Et on voit de manière assez troublante quand même que les deux courbes se superposent assez bien. Donc les prévisions qui étaient faites en 1972, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, s'avèrent assez troublantes et ça fit assez bien. Donc déjà, en 1972, on disait attention à la croissance, attention, on n'aura pas suffisamment de ressources. À la suite des variables du rapport Meadows, il y a d'autres chercheurs qui ont affiné ces variables et qui ont proposé en 2009 9 limites planétaires, donc c'est-à-dire 9 processus biochimiques qui fait qu'en fait, qui régule la biosphère. Et puis, il ne faudrait absolument pas les dépasser, ces 9 limites, parce que ça nous rendrait très, très fragiles, ça rendrait les conditions de vie sur Terre pour tout le vivant fragiles, notre économie, enfin, on serait vraiment très fragilisé. Et aujourd'hui, en 2021, on a dépassé 4 de ces 9 limites. Donc, il y a le changement climatique qui est dépassé, donc on est déjà dans un haut taux de dépassement. Les perturbations du cycle de l'azote et du phosphore, donc ça c'est dû à l'agriculture, à notre système d'agriculture, donc c'est dépassé. Changement d'utilisation, d'affectation des sols aussi, et puis en termes de biodiversité, en tout cas ce qui concerne les mammifères ou les oiseaux ou les insectes, on est à plus de 60% de déplétion de la biodiversité. Donc on voit que là, on a carrément changé les conditions d'habitabilité de la Terre, et puis ça risque d'être un petit peu compliqué pour la suite. Un autre point historique, mais une histoire un petit peu très, très proche de nous, les accords de Paris de 2015 et puis le rapport du GIEC alarmiste de 2018. Les accords de Paris nous disent vraiment qu'il s'agit
rester sous la barre des 1,5 degrés à l'aune des 2100 depuis, enfin, 1,5 degrés depuis l'ère thermo-industrielle. Aujourd'hui, on est à plus 1,1 degré sur l'ensemble de la planète, donc on risque très clairement d'arriver à 1,5 degré bien avant les 2100. Et ça pose vraiment des problèmes en termes de biodiversité, en termes de manière de se nourrir. S'il fait trop chaud ou s'il y a des événements climatiques extrêmes, on risque de ne pas avoir suffisamment de nourriture, des problèmes d'accès, par exemple, à l'eau douce. Moi, je viens du Valais et ça fait plusieurs années déjà qu'on a des sécheresses l'été. Nous, on a les glaciers qui fondent et ce n'est pas seulement pour skier les glaciers, c'est aussi parce que c'est un réservoir d'eau. Donc, même en Suisse, on risque d'avoir des manquements en eau. Et puis, clairement, c'est aussi un des enjeux de santé publique. On l'a vu avec la crise aujourd'hui, enfin, la crise qu'on vit avec le Covid-19. Voilà, à force de mettre la pression sur le système Terre, sur l'agriculture, sur la nature, l'OMS nous dit qu'on risque de rentrer dans l'ère des pandémies. Du coup, voilà, on a changé les conditions de vie sur Terre et on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Là, sur la photo en bas à gauche, on voit un homme qui est sur un arbre fruitier, puis lui, en fait, il pollinise les fleurs parce qu'il n'y a plus suffisamment d'insectes qui doivent faire ce travail-là. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment pour montrer que c'est hyper interdépendant. Donc, toutes les limites planétaires, le vivant, enfin, notre destin, il est vraiment lié aussi à tout le vivant et on ne peut pas faire l'impasse typiquement des insectes, comme là, cette personne est en train de polliniser l'arbre fruitier. Donc, tout ça pour dire qu'il nous faut vraiment, vraiment des changements drastiques de nos manières de fonctionner, dans nos manières de travailler, dans nos manières de vivre, dans nos sociétés en règle générale. Et ça nécessite vraiment des transitions très profondes qui nous attendent. Ok, Aline. Voilà, on a fini. C'était les derniers slides en lien avec l'état actuel de la planète. Dans les cercles de transition intérieure, en fait, c'est le nom donné à toutes les personnes qui se réunissent, celles qui veulent changer de cap, celles qui veulent faire une transition écologique. On développe vraiment une manière de prendre soin de soi, de prendre soin des autres et puis aussi de prendre soin de nos émotions. Et puis, je vais vous proposer un tout petit instant afin de prendre soin de soi. On vient de voir quelques chiffres et l'état de la planète et puis ça annonce assez compliqué. Si pour certains ou certaines, ça ne vous parle pas, vous pouvez juste skipper l'exercice et puis soit envoyer un SMS ou aller boire quelque chose. Et puis, si ça vous parle, juste se poser la question, rentrer à l'intérieur de soi, fermer les yeux ou pas, c'est à vous de voir. Et puis, se poser la question, mais comment est-ce que je me sens maintenant? Comment est-ce que c'est à l'intérieur de moi? Est-ce que je ressens rien de particulier ou est-ce que je suis un peu stressée, angoissée? Est-ce que la présentation d'avant n'a rien généré ou peut-être un peu de colère ou peu importe, quelles sont les émotions là maintenant à l'intérieur de moi? Avec l'idée de ne pas changer les choses, on ne va pas vouloir effacer les émotions qui sont là, mais juste les sentir, s'en approcher un petit peu, juste prendre connaissance. Ok, voilà. Donc moi, je vais enchaîner justement avec ces éco-souffrances. Vous avez peut-être ressenti des choses, de la colère, de la tristesse, de l'angoisse. Pour vous dire que c'est normal, et en tout cas, on partage les trois une vision dans le sens que c'est plutôt sain de ressentir ces émotions face à un monde qui se dégrade, qui est malade, et que c'est plutôt un signe de bonne santé psychique. Voilà, moi-même ressentant régulièrement de l'éco-anxiété ou voilà, de la tristesse face à ce monde. L'idée un peu, c'est vraiment des éco-souffrances. Éco, ça veut dire vraiment, en grec, c'est l'habitat. Donc, c'est vraiment des malaises de notre rapport au monde. Puis finalement, c'est presque une maladie. Enfin, c'est pas une maladie, justement, mais des phénomènes de civilisation. Il y a différents auteurs qui ont proposé différentes appellations pour justement tout ce qu'on peut ressentir au niveau
psychiques. Donc, il y a l'éco-anxiété qui est assez connue, hein, qui a été d'abord proposée par Lisa Left, qui est une journaliste. Et puis, certains connaissent peut-être Alice Desbioles, qui est une médecin qui a écrit un livre l'année passée sur l'éco-anxiété. Ça, c'est vraiment des anxiétés plutôt orientées vers le futur, hein, vers tout ce qui s'annonce, hein, des risques peut-être d'effondrement, de perte de la biodiversité. Certains spécialistes s'accordent à dire que l'éco-anxiété est un peu réducteur, hein, que c'est finalement un panel beaucoup plus large d'émotions, hein, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'impuissance. On pourrait, par exemple, Jean-Pierre Ledonve, qui est un spécialiste de l'éco-psychologie en France, parle de souffrance écologique, voilà. Peut-être qui est plus global. On a la solastalgie aussi, qui est plutôt liée à la nostalgie d'un environnement qui s'est dégradé. Glenn Albrecht est un philosophe australien qui a étudié justement les réactions des populations autochtones dans les lieux où il y avait les exploitations de mines de charbon. Et puis là, il y a vraiment des émotions liées de l'ordre un peu de la nostalgie. On a perdu un endroit qu'on connaissait, qui nous était cher. Et ça vient toucher le sentiment d'appartenance, qui est aussi important par rapport à ce qui se passe dans le monde et sa dégradation. Après, la collapsalgie, c'est une psychothérapeute française, Charline Schmerberg, qui l'a proposée en 2019, qui est plutôt vraiment cette souffrance face au risque d'effondrement qu'il peut avoir du système de société économique, écologique. Puis là, ça fait vraiment plutôt appel à l'angoisse de finitude. C'est vrai que voir le monde se dégrader, bah, c'est aussi se rendre compte face à notre propre mort, mais aussi peut-être la propre mort de nos descendants. Donc, il y a à la fois des bouleversements émotionnels et existentiels dans ce rapport au monde. Et puis, la psychologie de l'orientation, elle vient un peu s'inscrire dans le fait que cette vision du monde et ce rapport au monde amènent une perte de repères. En fait, on vit une sorte de crise existentielle, une perte de repères identitaires où tout à coup, on peut avoir cru en plein de choses et puis on prend conscience de certaines choses, où on voit des choses qui fait qu'on perd tous nos repères intérieurs, qui vont remettre en question nos modes de vie, mais peut-être aussi notre travail. Et c'est là que le travail en orientation peut amener des outils pour la transition intérieure, puisque l'accompagnement en orientation, c'est vraiment un travail autour de l'identité. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, et puis qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je peux faire pour se mettre en action. Je vais vous parler des éco-souffrances professionnelles. Alors, j'ai repris le schéma qu'a présenté Sabrina du rapport Mido, du Club de Rome, qui a été fait en 1972 et qui a été réajusté après en 2010. J'aime bien dire que la planète en burn-out, comme l'individu l'est aussi au sein de certaines entreprises et de notre société, en fait, c'est un état de stress que ressent aussi la planète. Puis il y a si on prend le livre de Nadia Dro et Annie Wallen qui parlent du burn-out, maladie du XXe siècle, elles évoquent justement que le burn-out, finalement, est-ce que le burn-out ne serait pas une maladie de civilisation? Et elle cite aussi d'autres auteurs dans le fait qu'on nous demande, si on voit la courbe du stress que j'ai mis sur burn-out individuel, finalement, on doit toujours plus produire, être plus performant. Enfin, c'est le système qui nous amène un petit peu à ça, où on est super productif, on produit, comme la planète va produire de l'alimentation, augmenter la population, mais tout à coup, il y a un épuisement total des ressources parce qu'on a dépassé les limites, et là, il y a clairement un effondrement, une baisse de productivité, une baisse d'énergie, une désorganisation. Et puis, voilà, on peut faire l'hypothèse que finalement, ces éco-souffrances et ce mal-être de la planète, finalement, c'est un peu, on est tous dans le même bateau, la planète et nous-mêmes, et puis que ce sera en écho à nos croyances et à notre mode de vie de notre société. Il y a le modèle très capitaliste de croissance économique et matérielle, comme si ça c'était illimité, avec une augmentation du produit intérieur brut qu'il faut constamment chercher. C'est comme si finalement le monde n'était pas fini. Donc voilà, après,
si on pense d'une certaine logique, un monde fini ne peut pas croître indéfiniment. Là, par exemple, il y a une économiste, Kate Raworth, qui parle justement de cette remise en question, de cette croyance en l'augmentation du PIB dans son livre « La théorie du donut ». Il y a aussi la croyance que finalement, on va trouver le bien-être et la stabilité au sein de notre pays, mais aussi du monde autour grâce à la technologie. Et puis finalement, avec l'exploitation des ressources qui sont finalement illimitées, mais c'est y compris les ressources humaines. Une autre croyance, c'est aussi que finalement, la responsabilité individuelle est au service du collectif. J'ai mis une image ici, seul ensemble. Finalement, c'est une société qui pousse finalement à l'individualisme, aussi à la compétition, à la performance, au lieu de faire ensemble. C'est ça que vous verrez que nous, on aimerait aussi amener une autre manière de penser son orientation, de réfléchir aussi ensemble à l'orientation, puis pas juste tout seul dans son coin avec de manière très égocentrée. Ensuite, le dernier point que je trouvais intéressant par rapport aux croyances du monde du travail, c'est que comme si le travail, finalement, c'était le lieu où on allait trouver le lieu de notre épanouissement, on allait trouver le sens de notre travail. Il y a une sociologue d'ailleurs qui en parle, Lynn Hart, dans La comédie humaine du travail, qui dit que finalement, on n'a jamais autant humanisé le travail, fait penser aux gens que finalement le travail était positif, et puis que finalement qu'il n'a jamais été aussi déshumanisé. Et tout ça, c'est finalement toujours en fonction de la logique du profit. Donc, dans ces éco-souffrances, je vais encore parler d'une dernière éco-souffrance au travail. Vous avez peut-être entendu du burn-out ou du brown-out. Le burn-out, c'est l'idée vraiment de s'ennuyer au travail, et le brown-out, c'est plutôt lié avec la perte de sens du travail. Et puis, j'ai eu différentes situations dans mes consultations de personnes voilà, qui venaient ces derniers temps, certainement aussi en lien avec le Covid. C'est des personnes qui ont un travail, la finalité du travail ont un certain sens. Ça peut être justement dans la recherche ou dans l'éducation, mais c'est toutes des personnes qui sont derrière leur ordinateur, seules. Donc, elles manipulent en fait une souris, elles sont constamment dans l'esprit et derrière en plus une machine. Et puis, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien à son propre corps, il n'y a plus de lien aux autres, et il n'y a plus de lien finalement à la nature ou à la matière. Donc, et là, c'est là que j'ai fait un lien avec les théories de l'éco-psychologie. J'ai mis le livre de Michel-Maxime Heger, Soigner l'esprit, guérir la terre, où il explique très bien ce phénomène, ce paradigme finalement que l'éco-psychologie, c'est on fait partie tous d'un vivant qui a des interdépendances et puis qu'il y a une relation assez proche, finalement une interrelation entre nature et psyché. Puis pour prendre soin de la nature et prendre soin de soi-même et des âmes, il faut remettre du lien à soi, aux autres et à la nature. Voilà, donc j'ai fait le lien entre le regard éco-psychologique et puis certains mal-être qu'on peut avoir dans son travail. Et je vais passer la parole à Sophie. Oui, merci. Voilà, moi je reviens au domaine de l'orientation professionnelle sur la base de ces différents constats de l'état planétaire, des souffrances individuelles au travail liées à cet état justement. Comment est-ce que notre discipline, elle prend acte de ça? Et ça fait... j'ai mis une citation de Jean Guichard, un penseur de l'orientation professionnelle francophone et au-delà depuis un certain temps, qui se penche sur ces questions déjà depuis un moment. Et d'ailleurs, qui nous fait le grand plaisir d'être présent aujourd'hui. Merci à lui. Et justement, qui pose cette question difficile aux professionnels de l'orientation. Est-ce que vraiment on veut continuer dans notre travail à soutenir des formes de travail, des modes de vie, justement, des choix de vie qui nous amènent un peu dans le mur, que ce soit la planète, enfin moi je me fais au moins aussi pour la planète que pour l'humanité, justement, sur la version plus sociale de la crise globale. On sait aussi de l'Organisation internationale du travail que
que les mauvaises conditions de travail dans le monde sont le principal problème mondial de l'emploi. Donc, on a un peu en résumé d'un côté de la planète des gens qui ont des conditions de travail très peu décentes. Et puis peut-être dans notre monde occidentalisé, plus des problèmes de sens au travail, justement liés aux finalités qui sont de plus en plus difficiles à comprendre et à suivre. Et justement, Jean Guichard nous pose la question aussi, voilà, si on ne veut pas continuer à supporter ce genre de choix, de cette direction, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas promouvoir d'autres formes de choix, d'autres formes de mode de vie soutenables humainement, socialement, écologiquement? C'est une question difficile parce que, pour différentes raisons, mais notamment parce qu'elle implique vraiment un changement de paradigme, un changement de pensée, de niveau de pensée peut-être. Et un bon exemple, c'est la question du choix individuel. On a l'impression que si on change nos façons de faire, on va peut-être, en tant que professionnel de l'orientation, on va encourager les gens à aller vers des voies qu'ils n'ont pas forcément envie. Voilà. Donc, comme petit exemple, voilà, nous pensons que c'est justement la notion de liberté individuelle qui devrait aussi être repensée dans un niveau plus systémique. Pour que la liberté individuelle du choix d'orientation, est-ce que c'est vraiment une liberté si on sait qu'au final, indirectement, elle peut être destructrice de notre environnement? Tu peux passer à la suivante. Merci. Toujours dans l'état des lieux de la recherche dans notre domaine. C'est un travail récent de collègues à l'université à Lausanne qui justement font un peu l'état des enjeux de la discipline aujourd'hui si on tient compte de ces questions de durabilité. Et ils identifient 4 thèmes majeurs au niveau durabilité, que ce soit au niveau individuel, social et environnemental, qu'on trouve voilà, très important d'explorer dans la recherche et puis justement aussi de notre côté, aussi dans nos pratiques. Donc il y a la question, comme je le disais avant, du travail décent. Et là, il souligne l'importance de développer le pouvoir d'agir, que les professionnels puissent encourager le pouvoir d'agir, c'est-à-dire vraiment d'encourager une vision critique aussi du monde dans lequel on va s'orienter. Il y a la question de la dignité du travail, qui est aussi un problème global. Et là, il propose de travailler sur le sens et le rapport au travail. C'est aussi des pistes que nous, on explore dans nos pratiques. D'ailleurs, la question de slow ta carrière, c'est aussi voilà, décarboner. Quelque part, l'objectif aujourd'hui, c'est décarboner le monde. Ça veut dire aussi, est-ce que ça ne veut pas dire aussi réduire, réfléchir à son rapport au travail, éventuellement réduire son mode de vie? Et là, on rencontre par exemple des gens qui sont dans des formes d'ambivalence avec la volonté d'aller vers des parcours durables, mais avec la question du... Voilà, si je change mon rapport au travail, ça veut peut-être aussi dire, ça implique beaucoup de changements dans ma vie, dans la question du confort, par exemple. Favoriser la durabilité des parcours. Donc là, l'OTLV, c'est l'orientation tout au long de la vie. Donc ça, c'est aussi un thème important dans l'orientation professionnelle depuis un certain temps. On parle de l'orientation tout au long de la vie, dans l'idée d'essayer d'aider les gens à avoir une stabilité dans leur parcours qui deviennent globalement plus précaires, plus incertains. Pour nous, ça nous parle beaucoup. Puis ce qui nous parle aussi particulièrement, c'est la question de la résilience des parcours, puisque si on remet ça dans un contexte aussi de la crise écologique, on sait qu'on va vers des temps qui vont pas être moins incertains qu'aujourd'hui. Donc, voilà, il est d'autant plus important de développer cette résilience avec les gens qu'on accompagne. Et puis finalement, l'éthique dans les choix est aussi centrale, dialoguer, la question du dialogue. Et puis ça, c'est sur la durabilité des choix, c'est quelque chose qu'on explore aussi pour ne pas tomber dans la culpabilisation, justement, mais plus une forme de sensibilisation.
Tu peux continuer, merci. Il y a un autre chercheur dans 2014, Plainte, qui a proposé 6 voies vers vraiment pour comme il appelle, un U-turn, vraiment un changement de direction. Penser l'orientation autrement. Il est très critique par rapport à la vision individualiste aujourd'hui, les finalités de l'orientation sont quand même plutôt à la fois vers orienter les gens pour les aider à s'orienter dans le marché du travail tel qu'il est actuellement, et ça c'est considéré comme l'environnement, et à la fois accompagner les gens vers leur épanouissement personnel. Et lui va un pas plus loin, par exemple avec le point numéro 3, de repenser à nouveau la question de la réussite professionnelle. Et puis, mais je ne vais pas aller dans le détail parce qu'il faut qu'on avance. Voilà, mais il y a la question aussi d'interroger sa pratique, la réflexivité des professionnels. Il le souligne aussi, l'importance de ça. Et puis aussi, j'aimerais exemplifier le point 6, contribuer à verdir les carrières. Il donne dans cet article plein d'exemples à comment le monde du travail, le potentiel du monde du travail pour se reverdir, quoi. Il n'y a pas que les métiers verts, il n'y a pas que... les métiers de l'environnement, mais en fait, il y a un potentiel énorme pour changer nos modes de production, nos modes de consommation. Donc, chaque métier, potentiellement, peut se reverdir. Voilà, je te passe la parole, Sabrina. T'as pas ton micro, Sabrina. Oui, pardon. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour notre métier de conseil en orientation, ou bien qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on est face à un choix professionnel, soit un premier choix professionnel ou soit une réorientation, vu qu'on a parlé d'orientation tout au long de la vie. Alors en pratique, voilà ce qu'on fait en règle générale quand quelqu'un arrive avec une demande d'orientation, ou bien même spontanément lorsqu'on se pose des questions tout seul par rapport à son orientation. Alors on se pose déjà la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec les intérêts, qu'est-ce qu'on sait faire avec les compétences, qu'est-ce qu'on est capable de faire, les aptitudes, on est qui comme personne, donc du coup on aurait plutôt tendance à se diriger dans certains endroits. On se pose aussi la question de se dire, voilà, c'est quoi le sens du travail, pourquoi je travaille, qu'est-ce que j'attends du travail, enfin toutes ces questions-là, soit on les pose à nos consultants et consultantes, soit on peut se les poser aussi de manière assez intuitive. Et puis en règle générale, on fait ça dans notre pratique. Et puis, Plante nous pose vraiment la question de dire, voilà, en tant que conseillère et conseiller en orientation, aujourd'hui, on fait quand même toujours la promotion d'une croissance économique, la promotion du business as usual, et puis une orientation très individualiste et très égocentrée, parce qu'on se pose la question par rapport à soi. Et peut-être des fois, on met encore la famille dans la boucle, mais souvent, c'est très individuel. Et puis, nous, ce qu'on propose... Aline, tu peux passer, s'il te plaît? Voilà, nous, ce qu'on aimerait, enfin voilà, on est au tout début de notre questionnement, de notre laboratoire, donc c'est quelque chose qu'on explore gentiment. Ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait gentiment, c'est, voilà, on rajoutait la question du travail décent, éthique, durable et digne. Ça, on le fait déjà quand même un petit peu dans notre pratique, mais se dire, OK aussi, mais les autres humains et humaines, ça veut dire, mais quelles pourraient être les conséquences de mon choix professionnel, par exemple, peut-être sur la partie sud de la planète, où on n'est pas du tout dans du travail éthique, durable et digne. Là, ça peut être de se poser les questions. L'idée n'est pas, quand je dis ça, de culpabiliser ou d'être le seul responsable de ces choix, mais c'est d'inclure ça dans l'équation, dans le sens où on verra bien que la transition écologique, ça va se passer sur les dizaines d'années qui vont suivre. Donc, c'est vraiment voilà, de voir ça comme de manière systémique, mais individuellement aussi se poser ces questions-là. Se poser des questions aussi sur tout le vivant, pas seulement les autres humains, mais sur tout le système Terre, sur toute la biosphère, quels pourraient être les impacts de certains choix professionnels.
en mettant aussi l'environnement, la crise climatique et sociale qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis, nous, on pense aussi que probablement, d'ici les prochaines années, notre métier va être aussi d'amener les gens, dans les transitions écologiques, dans la transition des emplois, verdir ces emplois. Et c'est pour ça que Rob Hopkins est cité dans ce graphique. C'est que lui, il a déjà quand même beaucoup travaillé sur les transitions écologiques, sur les villes en transition. Voilà, donc on essaye d'élargir la pratique de l'individuel avec quelque chose de plus collectif et de tout le système Terre et du vivant. Je peux passer à Aline. Du coup, pour notre métier, nous, ce qu'on nous vend maintenant, aujourd'hui, là, quand on regarde les médias par rapport à ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, ou des fois on la nomme la révolution 4.0, qui fait vraiment référence à l'introduction des nouvelles technologies ou des technologies de l'information. On nous vend ça, on nous vend qu'il y en a même qui osent dire, voilà, en 2030, on ne connaît pas encore la moitié des métiers qui vont arriver. Votre métier va être remplacé par des métiers Internet, ou bien peut-être nous, on va être remplacé par un chatbot, qui sait, d'ici 10 ans, on ne sait pas, enfin, j'espère pas quand même. Voilà, des métiers de l'intelligence artificielle, du big data, donc on a plutôt tendance à voir cette facette-là de la médaille quand on parle des métiers du futur. Aline, tu peux passer. Pourtant, tous les métiers des technologies sont hyper gourmands en termes de matières premières, en termes de ressources et de microconducteurs, et puis en énergie. Et du coup, il est vraiment légitime de se poser la question aujourd'hui si c'est compatible déjà avec l'état de notre planète, en termes de ressources. Dès qu'on a flux de matière ou flux d'énergie, on creuse encore la dette carbone, on creuse encore la déplétion des ressources. Donc, il est vraiment légitime aujourd'hui de se poser la question, est-ce que c'est soutenable avec les besoins, avec le système Terre? Et puis, si on prend juste en regard des objectifs de développement durable que l'ONU a émis en 2015, on voit que les métiers de la technologie, c'est pas du tout compatible en termes de durabilité. Et puis, nous, alors, avec Slota Carrière, on pense vraiment déjà que les métiers de la technologie ne vont pas nous aider par rapport à la crise qu'on est en train de vivre, mais ça va plutôt empirer le problème, et puis que seulement les solutions de transition profonde et même de décroissance, même si on n'aime pas ce terme-là, c'est plutôt ça qui devrait nous attendre et ce vers quoi on devrait tendre. Du coup, ça fait que en fait, tous les métiers, Aline, tu peux passer le slide, tous les métiers vont être impactés par la décarbonisation. Il n'y a pas un métier qu'on peut dire qu'on peut garder tel qu'il est ou tel qu'on s'imagine qu'il sera. Donc vraiment, tous les métiers doivent passer par une transition assez profonde de décarbonisation, et puis en lien avec la durabilité. Donc, quand on parle de durabilité, il faut vraiment qu'on parle de décroissance, de consommer moins, de relocalisation aussi. On parlait avant de mobilité, revoir nos mobilités, mais c'est aussi revoir nos flux de matière. On parle aussi de low-tech, d'agriculture durable, donc vraiment pas d'agriculture comme on le fait aujourd'hui, changer nos systèmes de chauffage, changer notre mobilité. Donc, quand on parle de ça, quand on parle de décarbonisation ou de développement durable ou de transition écologique, on parle de ça. Et puis Sophie Swatton nous dit que la transition écologique, c'est vraiment le passage d'une société non durable dans laquelle on est, nous, actuellement, on est non durable et destructrice de la nature, à une société résiliente, donc qui est capable de rebondir, qui est capable de rebondir vers quelque chose de plus robuste en utilisant ses ressources internes et sociétales plutôt que celles de la planète, à une société durable, solidaire et respectueuse du vivant, tout en incluant les limites planétaires, alors tout en ne dépassant pas les limites planétaires. Il faut savoir qu'en Suisse, il nous faut, si toute la planète était vivait comme des Suisses et des Suissesses, il nous faudrait 3,3 planètes pour assouvir nos pseudo-besoins. Donc, il faut vraiment descendre sous la barre des une planète. Voilà. Suite à ces constats aussi, on a réfléchi de notre côté ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'un parcours durable vers la durabilité. Et de nouveau, à la fois en tant que professionnel, puis aussi en tant que dans nos différentes activités citoyennes
et écologique, on a regardé autour de nous quels étaient un peu les profils des gens qui allaient dans cette voie. Puis on a identifié 6 voies possibles qui, bien sûr, sont interdépendantes également. Voilà, donc rapidement, voilà, la réorientation classique un peu vers les métiers de l'environnement, dans un métier vraiment vert, entre guillemets. Puis, il y a aussi depuis un certain temps des gens qui veulent vraiment trouver plus de sens dans leur vie professionnelle depuis quelques décennies, on va dire. Et ça, c'est plutôt la voie vers des métiers plus soit dans la santé, où il y a plus de liens, plus de local, plus de solidarité. L'éco-entrepreneuriat serait justement verdir son domaine en innovant, par exemple. L'intrapreneuriat, c'est les gens courageux qui essaient de faire changer les choses à l'intérieur de leur entreprise et promouvoir la durabilité de l'intérieur, en essayant d'emmener ses collègues par la même occasion. Le ralentissement, c'est un seul mot pour décrire justement réfléchir à son rapport au travail, au réagencement de ses sphères de vie pour éventuellement gagner moins, avoir un travail alimentaire pour s'impliquer dans d'autres projets. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans cette voie aujourd'hui et d'autres encore qui mettent l'activisme au cœur de leur vie, voilà, qui financent leur vie par d'autres moyens ou qui deviennent professionnels. Voilà, tu peux passer. Si je reviens à l'accompagnement en orientation, justement, comment on fait? Qu'est-ce que ça implique? On a réfléchi à ça, quoi. Qu'est-ce que ça implique pour nous, en tant que professionnels d'orientation? Qu'est-ce que ça va changer dans les gestes, dans notre pratique, d'avoir cette vision-là? Et sur la base aussi de ces questions, de l'orientation, qu'est-ce que c'est ce dialogue de conseil qui a le souci des autrui et lointains? Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi pour répondre à l'affirmation de Michel Maxime Heger dans l'éco-psychologie, il nous dit que voilà, les professionnels de la psychologie ont aussi une responsabilité pour transformer leurs pratiques et introduire l'homme-nature et le contexte écologique, la vie humaine dans leurs pratiques. Tu peux passer. Nous, on a identifié 3 voies qui nous parlaient pour essayer de semer des graines au vent, comme le pissenlit le fait si bien. Parce que voilà, viser à long terme un nouvel équilibre entre besoins individuels et besoins collectifs, le long terme, en fait, c'est peut-être ce que j'aurais dû mettre en gras et en violet, parce que évidemment qu'il n'y a pas un geste professionnel qui va tout changer, puis qui va faire qu'on va faire de l'orientation durable, mais c'est tranquillement dans sa pratique insérer cette nouvelle vision sur un long terme. Moi, je suis un peu idéaliste, alors je me dis qu'un jour, beaucoup de gens seront sensibilisés à une vision de la vie qui inclut aussi les enjeux écologiques et que les projets d'orientation seront spontanément dans les limites planétaires. Mais on n'en est pas encore là. Donc voilà, je pense que c'est une chance aussi pour les professionnels de réfléchir à ça, comment on se positionne dans nos entretiens. Cheminer activement vers une approche plus collective des problèmes d'orientation. Là, une piste pour nous qu'on explore, c'est en gros blâmer le problème et pas l'individu. Donc, collectiviser, au lieu de collectiviser le choix en disant bon, vous avez pensé, votre choix, il va être un peu destructeur, plutôt se dire mais on collectivise d'abord un peu le problème en développant une vision critique en fait de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis finalement, au niveau de la posture, pour nous, ça nous paraît un peu un passage obligatoire pour aller vers cette position méditante, militante qui est proposée par l'éco-psychologie, d'être à la fois justement un professionnel, mais aussi en réflexion.
on est obligé aujourd'hui encore de sortir quelque part d'une forme de neutralité. Et puis, c'est une position qui est aujourd'hui politique, mais je me dis, j'espère aussi un jour qu'elle ne le sera pas forcément. Mais dans le sens où on peut montrer de la compréhension aussi pour ce que vivent, pour ce que certaines souffrances que Aline a décrites avant, des gens qu'on rencontre, par exemple. C'est aussi le sens de cette non-expertise, mais on restera toujours expert du cadre, des outils, du processus, mais pas forcément de ce qui va être construit ensemble, en fait, parce qu'on se voit comme aussi co-constructeur du monde de demain. Et je reviens juste rapidement sur la littérature en orientation. Cohen Scully, dernièrement, justement, réfléchissait à qu'est-ce que ça veut dire se construire comme un professionnel durable. Et là, elle parlait pas seulement des professionnels de l'orientation, mais vraiment de tout professionnel, en fait, toute personne en situation de travail ou d'orientation. Quelque part, il y a la voie vers de développement de nouveaux rôles et des métacompétences, et être un professionnel dont les activités sont compatibles avec un développement humain durable, ça ne se limite pas en fait à un ensemble de nouvelles conduites comme des éco-gestes, mais ça oblige vraiment à s'engager dans des changements identitaires. Donc, ça veut dire avoir une réflexivité sur sa propre pratique, mais aussi développer une citoyenneté active, donc vraiment un questionnement critique, à nouveau, sur qui je suis dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me touche, comment j'aimerais m'engager pour le changement. La posture narrative, elle permet, moi je ne suis pas spécialiste de l'approche narrative, mais de ce que j'en comprends, elle permet vraiment de prendre un certain recul et aussi une certaine, à nouveau, vision critique sur les normes sociales. Et puis, construire au final une carrière durable pour soi. L'idée, c'était justement de pouvoir faire le lien avec cette nécessité de la transition intérieure que chacun peut faire, et pas seulement les conseillers en orientation et leurs consultants. Je te passe la parole, Aline. Du coup, moi, je vais faire le lien avec plutôt quelques pistes pour faire sa propre transition intérieure. C'est vrai qu'on parle souvent qu'il faut écrire un nouveau récit, mais il faut écrire aussi son nouveau récit, sa propre histoire intérieure. Et là, c'est un peu en quoi les outils de l'orientation, là, c'est le modèle de Hill, peuvent être utiles justement de cette transition intérieure, et c'est ce qu'on va aussi utiliser au travers de nos ateliers. C'est l'idée de face à cette urgence, c'est quand même malgré tout de prendre le temps. Pour prendre le temps pour explorer qui on est, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Enfin voilà, ça demande quand même des lectures. Ça demande après de comprendre tout ça, faire des liens. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je veux faire pour se mettre en action? Il y a une tendance quand même générale que moi j'ai pu vivre, mais que j'observe autour de moi ou que je peux observer auprès de mes consultants, une espèce de frénésie comme ça dans l'urgence. Il y a une telle urgence que soit c'est multitâche, les personnes veulent tout changer en même temps. On change d'alimentation, on change de lieu de vie, on change de travail, etc. Puis on peut arriver à une sorte de burn-out militant. Ou alors, ça se peut aussi, sur un coup de tête, on décide de changer comme ça de métier, mais avec certains risques, notamment il y a une envie première qui est de retourner à la terre, donc de se lancer dans l'agroforesterie ou la permaculture. Mais voilà, c'est un métier et ça prend du temps à se construire. Donc voilà, c'est vous inviter à ne pas prendre toutes les responsabilités sur vous et puis faire ce point. J'ai fait ce diagramme de veine avec les patates. Au centre, il y aurait vraiment la création du projet et puis c'est faire le point justement sur soi. C'est ce qu'on fait au travers de nos ateliers ou ce qui est fait aussi dans tout type de consultation en orientation. Quelles sont mes motivations? Quelles sont mes compétences? Parce qu'il y a souvent ce que je peux observer. Mais j'ai des compétences. Moi, je sais utiliser un ordinateur, je sais faire des statistiques, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et puis,
être aussi soutenu ou réfléchir comment on peut transférer ses compétences dans un nouveau projet. Et puis aussi, peut-être, mes compétences vont être utiles avec d'autres personnes. Hein. Chercher aussi des complémentarités pour sortir, comme on l'a vu avant avec Sophie, de cet individualisme à réfléchir un projet tout seul. Réfléchir aussi à ses ressources, à ses valeurs, qu'est-ce qui fait sens, hein, toutes les réflexions autour du sens du travail qu'on veut donner aujourd'hui. Est-ce que je veux aussi gagner autant d'argent? Est-ce que mon travail je veux qu'il soit toujours aussi central, etc. Et puis avec ça, c'est questionner aussi, ce qu'on apporte aussi dans nos pratiques et les ateliers, c'est questionner aussi, mais qu'est-ce que je veux apporter au monde? Quelle est ma contribution de ce monde? Et là, j'ai mis l'ikigai parce que je le trouve intéressant. Je ne suis pas une spécialiste de l'ikigai, qui est un modèle japonais, je pense que certains le connaissent, où justement il y a cette patate, j'appelle ça les patates, le cercle des besoins du monde à questionner. Donc du coup, c'est un peu sortir de cette espèce d'égocentrisme, égo-questionnement, et puis c'est chercher le lien, qu'est-ce qui peut faire sens entre nous et le vivant. Et puis l'autre partie, c'est effectivement réfléchir quels métiers sont possibles, qu'est-ce que je peux faire. Il faut savoir que c'est assez compliqué parce que quand on veut faire ce travail identitaire et puis choisir une profession, souvent on a des supports, on a des solutions dans la société. Ah tiens, moi j'aimerais bien faire comme mon père qui est ingénieur, j'aimerais bien faire électricien ou infirmière. Et puis là, si on veut vraiment aller dans des métiers durables et qui répondent aux enjeux, mais il n'y en a pas forcément. Alors, infirmière, c'était peut-être pas le bon, voilà, parce que les métiers de la santé sont des métiers durables, mais ça peut être compliqué. Donc voilà, c'est tout un questionnement. Puis ça, c'est aussi des choses qu'on va accompagner dans le cadre de nos ateliers, c'est à réfléchir à quelles sont les voies du futur et puis les possibilités. Ensuite, une autre piste, et ça, c'est pas je dirais c'est presque la voie qui est la plus compliquée, en fait, c'est travailler sa résilience émotionnelle. C'est avant tout d'accepter d'être là, dans cette incertitude, dans l'imperfection du monde, et c'est aussi être confronté à l'angoisse de finitude, parce qu'il y a quand même des mécanismes de déni assez forts dans la société, et puis qui sont légitimes hein, face à ces annonces sur l'état du monde, ces faits scientifiques. Mais voilà, on est peut-être dans une société où on n'a plus appris à vivre avec ses peines, on n'a plus appris forcément à être connecté à ses propres émotions. Et puis, en tout cas, il y a un très joli livre de Caroline Baker sur Petit guide de résilience en temps de crise, qui justement amène les gens à travailler cette résilience émotionnelle, à savoir traverser ses peines. J'ai mis une infirmière parce que finalement, savoir un peu sa blouse blanche, un peu où on a des outils, on sait que quand on va être dans une situation peut-être confronté à la mort ou à la peine, on aura des outils pour la traverser. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais voilà, on sait qu'on va pouvoir rebondir. Et puis peut-être, c'est aussi, j'irais faire sa part du colibri hein, là-dedans, et puis pas vouloir prendre tout sur ses épaules parce que on a l'impression que ça va être insurmontable. Et puis j'aimerais faire un dernier slide en lien justement avec l'éco-psychologie dont j'ai appris, dont je vous ai parlé avant. Je pense que dans nos vies, et dans le cadre professionnel, on est profondément un peu déconnecté. Hein. Tout nous amène à utiliser les smartphones, tout nous amène à utiliser les machines, l'ordinateur. Puis on est aspiré par ça. Et puis finalement, physiologiquement, c'est un peu un contre-mouvement. On aurait besoin justement, je vous invite peut-être, si vous pouvez dans votre travail, mais si ce n'est pas possible, peut-être dans votre vie en dehors du travail, vraiment à ralentir, à se reconnecter à votre corps. Si certains d'entre vous font beaucoup de la recherche ou sont beaucoup étudiants derrière l'ordinateur, peut-être que vous avez déjà vécu ce sentiment où on est complètement dans l'esprit, il y a une espèce de frénésie, on passe d'un truc à l'autre, et puis on sent, même dans le corps, on n'a plus vraiment de sensation. Ensuite, c'est vraiment aussi travailler le lien aux autres, et puis avec le Covid, ça a été compliqué. Il n'y a même plus les pauses avec les collègues, et puis virtuellement, ce n'est pas la même chose.
Donc, c'est aussi essayer de remettre dans son travail, peut-être au lieu d'envoyer un mail, alors peut-être que le mail c'est plus efficace, mais d'aller poser la question à son collègue, des choses toutes simples. Et puis apprendre à faire ensemble des projets. Hein. On est un petit peu dans une société par silo où chacun a sa spécialisation. Mais si c'est dans un cadre professionnel, repenser des projets en collectif, construire des choses ensemble, parce qu'on peut mettre les compétences ensemble. C'est peut-être tout un travail aussi à réapprendre à faire en groupe. Parce que le groupe, oui, des fois, il y a des conflits, il faut se mettre d'accord, il faut savoir aussi renoncer. Et puis enfin, essayer de remettre un peu de la... Si vous ne pouvez pas dans votre travail, parce que vous faites un travail de bureau ou de recherche ou autre, mettez-le dans d'autres sphères de votre vie. Mais c'est vraiment essayer de retoucher de la matière, faire des activités en plein air. Il y a des études qui ont montré vraiment que de rester une demi-heure en forêt ou près des arbres, ça booste le système immunitaire, ça descend le cortisol, l'hormone de stress. Voilà. Et puis peut-être dire que je pense que ce besoin d'être connecté aux autres et aux vivants, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Je fais une formation en psychologie d'urgence où là, on a vraiment le système nerveux autonome qui réagit. Et puis, du coup, il y a une sorte de déconnexion. Et puis, en psychologie d'urgence, la première chose qu'on doit faire pour que les personnes puissent reconnecter puis finalement s'adapter et survivre, c'est de les reconnecter à leur corps, mais aussi à quelqu'un. Donc, je dirais que c'est au-delà des valeurs, finalement, cette crise de dire « Ah, mais mon travail, il n'a plus de sens ». C'est un postulat que j'ai à partir de ces théories en trauma et en psychologie de l'urgence, me dire « Mais c'est un besoin physiologique, en fait. Ça va au-delà. » Voilà. Du coup, je vais clore cette présentation. On est pile poil dans le temps, d'ailleurs, pile poil 1 heure, pour vous parler des ateliers. Donc, dans le cadre des escales durables, on propose ce samedi 5 juin, de 9h à 13h, prioritairement pour les étudiantes et étudiants ou personnels de l'Université de Lausanne, un atelier où on va parler un peu de ce qu'on a vu lors de cette présentation, mais de point de vue personnel. Donc, on va faire des petites recherches sur ses valeurs, ses ressources, forces de caractère. On parlera des besoins et nécessités du vivant dans le cadre d'une orientation. Hein. Et tout ça, on va le faire en groupe parce qu'on croit vraiment à cette notion de co-construction, en groupe des métiers de demain. Sinon, nous, dès cet automne, on va faire, mais ça c'est à titre privé, des ateliers qui reprennent les thèmes qu'on a vus aujourd'hui, aussi en groupe de personnes, sur 7 modules de 3 heures. Donc, on va vraiment fouiller plus en détail ses compétences, ses valeurs, ses intérêts, sa personnalité, ses ressources, ses talents dans le cadre de son projet d'orientation, mais en groupe. Donc, du coup, on a même créé une petite page Facebook. Alors, je sais, on a fait l'apologie du low-tech avant, mais bon, voilà, on est quand même dans ce système avec ses paradoxes. Donc, on a une page Facebook qui s'appelle Slow Ta Carrière que vous pouvez liker. Merci à chacune des organisatrices et conférencières de nous avoir permis de présenter les prestations de notre service pour tout ce qui est question d'orientation et de perspectives professionnelles. Mon nom est Stéphania Donofrio, je suis psychologue du travail et conseillère en carrière. Je suis accompagnée aussi de mes deux de mes collègues, Sabina Randic et Sophie Gertsch, une qui est psychologue du travail également, et l'autre qui est psychologue conseillère en orientation. Donc, la première porte d'entrée pour participer à nos prestations, nous rencontrer, nous poser des questions, ce sont les permanences. Donc, toute la semaine, pour l'instant, à distance, vous pouvez prendre rendez-vous pour poser toutes vos questions de choix d'études, de perspectives d'emploi, de relecture de dossiers, etc. Ça dure 20 minutes et puis vous êtes en contact avec l'un ou l'autre des conseillers. Ensuite, nous avons des entretiens d'orientation pour des personnes qui se questionnent sur le choix d'études à l'université avant de commencer ou qui ont commencé mais qui ne sont pas sûrs de leur choix, qui veulent changer d'études à l'UNIL ou ailleurs. On a aussi ces entretiens-là. Nous disposons également d'une plateforme d'offres de stage qui s'appelle Unistage, qui proviennent de Suisse ou d'étrangers, d'entreprises publiques ou privées et qui durent de 3 à 12 mois, qui sont rémunérés ou non. Donc ça, vous pouvez y accéder
moyennant la relecture de CV en permanence, mais vous trouvez toutes les informations sur notre site. Nous proposons également des coachings emploi, donc c'est plutôt pour des personnes en fin de cursus qui se questionnent sur leurs perspectives. Et ça se passe au travers d'une, deux, voire 3 séances individuelles pour travailler justement sur ces questions d'intérêt, de valeur, de compétences à mettre à profit sur le marché du travail actuel et futur. Et puis, nous proposons aussi des ateliers emploi chaque semestre, pour l'instant à distance, mais aussi en présence, sur des thématiques du type voilà, de site candidature, l'entretien d'embauche, tous des aspects voilà, pour vous préparer à votre insertion professionnelle. Vous retrouvez toute notre offre sur notre site unil.ch/perspective. Également, une quantité de conseils, d'informations déjà présentes sur ce site. Et puis, on a également une page Facebook sur laquelle nous relayons des articles, des événements, des podcasts, tout en lien avec l'emploi. Voilà, je vous remercie encore pour cette possibilité de présenter le service. C'est vrai qu'il y a une voie, et puis c'est peut-être la voie la plus difficile, c'est un peu l'entrepreneuriat, c'est-à-dire agir au sein de sa branche. Et puis, c'est clair, quand on est étudiant, c'est peut-être assez compliqué parce que ça demande une prise de risque, ça fait peur. Et puis, c'est peut-être oser aller dire des choses un peu nouvelles qui ne vont pas forcément être suivies. Donc, une des choses, c'est aussi de se mettre ensemble, peut-être réfléchir à construire des choses avec d'autres personnes pour se sentir un peu plus fort. C'est ce qu'on a pu vivre, enfin, moi, ce que j'ai pu vivre avec Sophie et Sabrina. Je suis pas sûre que toute seule, j'oserais venir voilà, vous dire, OK, voilà, je réfléchis à l'orientation et puis je vous propose que ça soit comme ça. Donc, ouais, ça, c'est une des pistes. Et puis, des fois, c'est un bout, allez, ma foi, faut faire un bout d'expérience à temps partiel et puis transitionner à côté peu à peu et faire, comme a dit Sophie, sur le long terme. C'est un peu les pistes que je vois. Aussi, c'est apprendre à vivre dans ce chaos et puis ces paradoxes sans se conformer. L'idée, c'est pas non plus de souffrir inutilement, mais c'est aussi augmenter un peu ses ressources internes, puis dire, bon, OK, comme je l'ai dit avant, là, je vous présente notre page Facebook, alors que, bon, voilà, il y a quand même mieux, mais on est dans ce système qui est global. Et l'idée, c'est quand même d'être inséré quelque part, même si c'est pas parfait, même si c'est même écocidaire, des entreprises écocidaires ou comme ça. Mais voilà, c'est comment est-ce qu'on peut quand même surfer avec tout ça, quoi. Voilà. Puis tous les jours ça change et chaque moment même ça peut changer. Enfin, c'est très dynamique. J'ai aussi rencontré dans ma pratique dernièrement, peut-être pas des étudiants directement, mais des jeunes qui sont sur le marché du travail dans cette transition études, marché du travail, et puis qui après 1 année, 2 ans, un peu déchantent même quand ils sont formés dans des métiers de l'environnement. Et je voulais juste souligner que je pense que toute démarche individuelle axée vraiment sur le développement de ses ressources, sa réflexion, sa transition intérieure, est une voie quoi, aussi pour vivre à travers ces difficultés, parce que de toute façon, c'est utile à des tas de niveaux, et pas seulement à l'heure actuelle avec la crise écologique, mais simplement comme un peu position existentielle par rapport aux difficultés de la vie, quoi. Ça peut aussi être intéressant de voir les compétences que l'étudiant ou l'étudiante a développées, puis de bien réfléchir aux secteurs aussi dans lesquels on veut s'impliquer. Parce qu'il y a des secteurs qui vont faire sûrement plus sens que d'autres, qui vont plus aller dans les valeurs qui vous correspondent. Puis du coup, je pense que ça, c'est une question aussi importante à se poser. Quels sont les secteurs dans lesquels je me sens d'aller? Quels sont ceux dans lesquels je ne vais surtout pas postuler parce que ce ne sera vraiment pas en accord à mes valeurs? Donc, moi, je pense que c'est important de bien être conscient aussi de ses compétences et puis où on peut les mettre en valeur et dans des lieux qui nous parlent. Dans nos approches, en fait, on questionne vraiment la personne. Ce qui est le principal, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est indispensable par rapport à mon choix d'études? Quels sont les aspects de mes valeurs, de mes intérêts? Donc, il y a vraiment un travail
ça se fait surtout au niveau individuel, bien que même au niveau des ateliers et d'autres choses, le fait de le faire ensemble, de discuter ensemble, ça a un apport. Et on considère tous les aspects que la personne a envie d'apporter. C'est-à-dire qu'on n'influence pas vers des métiers en particulier, mais il est sûr qu'on doit quand même, une fois qu'on s'est questionné sur soi-même, on doit quand même considérer quelle est la réalité actuelle du marché de l'emploi. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place avec le temps, comme il a été présenté aujourd'hui lors de cette conférence. Petit à petit, qu'est-ce que je peux mettre moi en place, soit au sein de mon entreprise, de mon activité, ou en parallèle, parce que ce n'est pas toujours possible de tout mettre en place tout de suite. Donc, tous ces aspects-là sont considérés chez nous. Et on voit aussi des personnes qui, en bilan de compétences, donc des personnes qui sont diplômées de chez nous et qui ont quelques années d'expérience. Et là aussi, c'est des moments de transition. Les gens se disent, je me retrouve plus dans mon emploi aujourd'hui. Et on reprend tous ces éléments-là, on se pose des questions. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a tout ce qu'on peut prévoir, donc se questionner sur le secteur professionnel, sur des métiers, des fonctions, etc. Mais il y a aussi le moment, et ça c'est mon côté psychologue du travail, où on se confronte à la réalité et on découvre une entreprise, un métier. Et c'est là aussi qu'on se découvre. Donc on peut pas tous les paramètres peuvent être assurés. Et je pense qu'il y a un moment, il faut aussi se lancer et puis se découvrir soi-même dans cet environnement professionnel. Et puis, à partir de là, de repenser tout ça et se dire, maintenant, je vais où? Voilà. Je peux vous dire que personnellement, j'en suis là, mais peut-être que vous pourrez aller plus loin. Je pense, par exemple, qu'un des concepts, un de ces concepts fondamentaux pourrait être le concept de forme de vie active, c'est-à-dire aider les personnes à réfléchir à leur forme de vie active. Aider, un autre concept fondamental serait, je crois, forme d'organisation de l'activité. Aider les personnes à réfléchir aux formes d'organisation de l'activité. Un autre concept serait aussi celui de forme d'organisation des échanges des produits et services. Voilà, je pense qu'il faudrait travailler dans un renouveau conceptuel de l'accompagnement à l'orientation. Alors, le renouveau que je vous propose, il n'est pas tellement nouveau, parce que, en fait, forme de vie, c'est un des concepts sur lesquels, autour duquel l'orientation s'était développée en Allemagne au début du XXe siècle, donc il y a plus de 100 ans maintenant. Mais il faudrait retravailler ces concepts-là et voir ce qu'on pourrait en faire. Donc, c'est une suggestion, une piste qui va dans le sens de ce que vous voulez faire, me semble-t-il. En tout cas, félicitations pour cette slow carrière. Voilà. Un outil qu'on aimerait utiliser dans nos ateliers, c'est aussi de présenter des modèles, quoi, de dire, voilà, tel et tel qui s'est reconverti du journalisme à la boulangerie bio, utopique et politique. Voilà, pour voir comment d'autres personnes s'y sont pris, quel chemin elles ont fait pour y parvenir, justement, à détricoter, comme tu dis, tout ce à quoi les conceptions avec lesquelles on a grandi. Peut-être si je peux encore rebondir sur votre commentaire, Monsieur Guichard. Vous étiez dans mon jury de thèse il y a bientôt, non, il n'y a pas 10 ans, il y a 8 ans. Et quand je vous cite en 2013, c'est la date où j'ai soutenu ma thèse et j'étais vraiment encore très loin de les réflexions que j'ai aujourd'hui. Et je me dis que voilà, pour moi, c'est la preuve que c'est des processus qui prennent du temps, que chacun doit trouver un peu sa cause, entre guillemets, son fil rouge pour aller vers cette déconstruction. Les formes de vie active, ça étend aussi beaucoup plus que le cadre de la profession, du métier ou du travail. On est vraiment sous quelque chose de plus large et ça rend beaucoup plus compte de la complexité d'aujourd'hui. Je pense que c'est... Puis là, du coup, on pourrait beaucoup plus déconstruire les représentations qu'on a en termes d'argent, en termes d'utilité, en termes
en termes de peut-être plusieurs emplois ou plusieurs endroits où on est actif. Voilà. Oui, en 2013, moi aussi, je n'en étais pas à ce niveau de réflexion. Donc, de toute façon, il y a une progression. Je pense que vous avez évoqué la question du travail et je pense qu'il faut aussi qu'on repense à la question de l'activité en général. Par exemple, en 2013, je n'avais pas lu de manière détaillée le livre de Hannah Arendt sur la vie active, hein, qui est traduit en français par la condition de l'homme moderne. Et là, il y a vraiment une analyse du labeur, du travail, de l'action qui, à mon avis, peut nous aider dans notre réflexion. Donc, je crois qu'on a intérêt à rechercher des auteurs comme ça qui peuvent nous aider dans notre pensée pour aller au-delà des termes qui nous enferment dans un certain monde. Voilà.